Et là, son médecin m'a dit Stéphanie, c'est la fin. C'est la fin. Mais c'est la fin de quoi? J'étais pas au courant qu'il avait un cancer. Et ben, c'est une fin. Et la tumeur avait tellement envahi le poumon qu'il était en train de se noyer dans son propre sang. C'était terrible. C'était vraiment une mort que je souhaite à personne. Dès l'enfance, j'ai grandi dans un environnement où la cigarette était vraiment présente partout. Ma maman fumait, mon papa fumait, mon grand-père, en fait tous fumaient. Logiquement, j'ai suivi le truc. J'avais 14-15 ans et je me suis mise à fumer. Ma maman m'achetait mes paquets de cigarettes, donc moi je trouvais ça cool. Mes copines fumaient, ça faisait bien, enfin, c'était vraiment le truc de l'époque. Je me rappelle même que ma mère, le mercredi ou le samedi, me déposait, j'avais quoi, 12-13 ans, devant le bureau de tabac pour aller chercher les cigarettes de mes parents. À l'époque, c'était pas dangereux du tout, puisque moi je voyais mes parents fumer, je voyais tout le monde fumer autour de moi, même dans les voitures. Je me rappelle que les parents fumaient en fait, c'était vraiment quelque chose de normal. Donc moi je me suis dit, je vais faire comme les grands en fait. Déjà à 14 ans, on pense pas. On se dit pas qu'un jour on va mourir, c'est bête, hein. Mais à 14 ans, on se dit, et alors, on verra ce qui arrive, quoi. C'était vraiment pour l'effet de mode, pour faire comme les autres, en fait. Et puis, on réfléchit pas quand on est jeune. C'est ce qui est dommage. Après, on le regrette, évidemment, mais sur le coup, non. Moi, j'ai pris conscience, en fait, que c'était dangereux en 2003. Donc, j'avais 27 ans. J'habitais vraiment juste dans la rue, mais vraiment à 50 mètres de chez mes grands-parents, dans le même village. Et j'allais faire le ménage chez mes grands-parents pour aider ma grand-mère. Et là, j'ai commencé à trouver des mouchoirs, mais vraiment imbibés de sang. Mais vraiment plein de sang partout. Je me suis demandé d'où ça pouvait venir. Est-ce que c'était ma grand-mère? Est-ce que c'était mon grand-père? Donc, en parlant à ma grand-mère, elle était carrément apeurée. Et tout de suite, elle a pensé à mon grand-père qui avait une bronchite qui traînait depuis 6-7 mois, qu'on n'arrivait pas à soigner. Mais bon, pour elle, c'était juste une bronchite. Et en fait, non, c'était pas une simple bronchite. Et un soir, on a appelé les pompiers, parce que mon grand-père ne savait plus respirer du tout. Mais vraiment plus respirer du tout. Et je le voyais suffoquer, c'était terrible. En fait, il m'a caché qu'il avait un cancer en phase terminale parce que j'étais enceinte. Comme il savait que j'étais une personne plutôt angoissée, il l'a caché jusqu'à la fin, quand les pompiers sont venus à son domicile. On m'a annoncé que mon grand-père était en phase terminale. Son médecin traitant, qui était présent, était au courant, évidemment. Moi, j'étais pas au courant, donc j'étais paniquée, complètement paniquée en fait. Mon grand-père m'a demandé m'a fait faire une promesse. Est-ce que tu me promets d'arrêter de fumer? Là, je me suis dit, ouf, j'ai fait le lien en fait. Je me suis dit, c'est lié avec le tabac. Mon grand-père fumait environ 30-40 cigarettes par jour. Il se levait le matin, il avait la cigarette à la bouche. Il allait se coucher, il avait la cigarette à la bouche. Tout le temps. Et oui, là, je me suis dit, en fait, on peut en mourir, quoi. Et je lui ai promis. Et là, son médecin m'a dit, Stéphanie, c'est la fin. C'est la fin. Mais c'est la fin de quoi? J'étais pas au courant qu'il avait un cancer. Donc, j'ai pas compris tout de suite, en fait. Et ben, c'est une fin. Et la tumeur avait tellement envahi le poumon qu'il était en train de se noyer. Il se noyait dans son propre sang. C'était terrible. C'était vraiment une mort que je souhaite à personne. Il avait abandonné, en fait. Il savait que c'était du stade terminal. Donc, il n'a pas voulu faire de palliatif. Il a préféré mourir chez lui, en fait, entouré de son épouse et ses petits-enfants, en le cachant à tout le monde. Mon grand-père, j'allais souvent avec lui à la pêche, ou voilà, c'était vraiment le papy présent. C'était un amour, quoi, en fait. En plus, c'était compliqué parce que c'était une période où j'avais perdu mon père, ma marraine, tout ça dans un laps de temps très très court, et c'était très très difficile. Je me suis sentie anéantie et puis surtout impuissante parce que si j'avais su avant, j'aurais peut-être pu l'aider parce que j'ai eu l'impression vraiment qu'il s'était vraiment laissé mourir, mais dans des souffrances, mais vraiment c'était abominable, c'était vraiment le manque d'air, je l'ai vu suffoquer, on l'avait vraiment vu cracher du sang, c'était vraiment atroce. Mais on n'a rien pu faire, il a juste eu de la morphine pour l'aider à partir, mais c'était rien de... C'est tout. Il y a une grande partie de moi qui en a voulu. J'aurais préféré être au courant pour pouvoir en profiter un peu plus. Parce que comme j'étais enceinte, c'est vrai que je l'ai un peu délaissé. Et j'ai trouvé ça sur le coup vachement égoïste. Il y a beaucoup de colère, hein, beaucoup de colère. Même son épouse n'était pas au courant. Donc je pense qu'il a voulu préserver tout le monde. Il n'a pas voulu qu'on le regarde autrement. Il n'a pas voulu qu'on le perçoive comme quelqu'un de malade. Et ça, pour le vivre, je le comprends maintenant. Parce que je suis aussi atteinte de la sclérose en plaques. Quand je suis malade, un truc bête, je suis en poussée. Je veux pas prendre mon fauteuil roulant. Et ma femme qui m'oblige. Je veux pas parce que les gens nous regardent avec de la pitié, et j'ai horreur de ça. Donc je comprends maintenant, avec 20 ans plus tard, qu'il ait pu le cacher, effectivement. Ouais. Donc c'est vraiment lors du décès de mon grand-père que j'ai vraiment pris conscience que la cigarette pouvait être vraiment mortelle. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'arrêter de fumer, évidemment, mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Et j'ai essayé, mais... impossible. Sur les nerfs, avec des enfants, c'était impossible. J'ai jamais réussi. Donc j'ai essayé, les patchs, les gommes, j'ai tout essayé. Et jamais. Comme le geste manquait énormément, j'ai pas réussi à arrêter de fumer. Comme j'ai appris toutes ces
c'est mort en fait. J'ai fait une poussée de sclérose en plaques. Forcément, ça arrive après un gros stress, mais c'est que la maladie, elle était là. Je cumulais tellement de pathologies parce qu'on m'a trouvé plein de trucs. J'ai pas que la sclérose en plaques. Et je me suis dit, j'ai envie de profiter de la vie, quoi. Si j'ai envie de fumer, je suis plus à ça près, quoi. Avec un peu de chance, c'est pas le cancer qui va me tuer. Si je dois mourir, ben voilà. On se dit que ça peut pas nous tomber dessus alors que si. Et puis vers 40 ans, j'étais tout le temps malade en fait, tout le temps. J'avais des toux, des bronchites, des grippes, tout le temps prise, tout le temps du mal à respirer, donc forcément j'allais consulter. J'étais bien suivie, ayant une sclérose en plaques. Mon généraliste m'a envoyé voir consulter un pneumologue à l'époque, et de là j'ai passé plusieurs examens, des tests de souffle, des scanners, qui ont démontré que j'étais atteinte de BPCO. Donc des bronchites obstructives à cause de la cigarette. Donc déjà là, ça a été un choc, je me suis dit ouf, donc traitement, cortisone. Et là, je me suis dit ouf, je n'ai que 40 ans, c'est jeune quand même, 40 ans. Je pensais pas que ça pourrait me tomber dessus, pas aussitôt. Déjà avec tout ce que je cumulais, j'avais espoir de passer quand même entre les gouttes. Donc mon pneumologue me fait passer dans la foulée un scanner. Et là, on découvre une tumeur du côté gauche au poumon. Quand le pneumologue m'a annoncé que j'avais peut-être, je dis à l'époque c'était pas sûr, peut-être un début de cancer du poumon, je me suis dit ça y est, je vais avoir exactement la même chose que mon grand-père. Et si j'avais su, voilà, j'aurais tenu ma promesse. Et là, il se pose des questions parce qu'en fait, pour faire un prélèvement de tumeur, c'est carrément une thoracotomie. Si on ouvre vraiment tout, mais vraiment tout. C'est pas juste une petite ponction au niveau du... Non, c'est vraiment... on ouvre tout le thorax. Donc j'ai été contrôlée très régulièrement, mais vraiment tous les 6 mois, pour voir si la tumeur grossissait ou pas. J'ai été contrôlée encore dernièrement et il s'est avéré qu'en fait c'était pas un cancer. Quand j'ai su que ce n'était pas un cancer, en fait là je me suis dit cette fois-ci c'est la bonne, il faut vraiment arrêter. J'ai vu ça comme un signe et je me suis dit que c'était peut-être une deuxième chance en fait, qu'il fallait que je la saisisse. J'ai eu beaucoup de culpabilité parce qu'en fait si j'avais arrêté de fumer à 27 ans, j'imagine que j'aurais peut-être pu éviter la bronchite obstructive. Parce que ça par contre c'est vraiment le tabac qui a vraiment encrassé mes poumons en fait, tout simplement. Voilà, mais j'ai pas respecté la promesse donc... Je m'en suis beaucoup voulu. D'autant plus qu'avec l'asthme que j'avais développé à cause de la cigarette, c'était devenu un enfer. J'étais malade tout le temps, mais vraiment tout le temps. Tous les hivers, je faisais des bronchites qui me clouaient au lit, mais 3 semaines. Médicaments, donc cortisone, antibiotiques, des toux, mais vraiment des toux horribles qui m'empêchaient de dormir. C'était vraiment terrible, vraiment. Moi, j'avais déjà essayé d'arrêter de fumer auparavant, notamment pendant le début de ma relation avec mon épouse, parce qu'on a essayé d'avoir un bébé. Donc, on faisait des inséminations, on se rentrait dans le tabac et les grossesses tardives. J'avais quand même 38 ans, c'était pas recommandé. Donc, pour vraiment maximiser les chances, on s'était dit, on va déjà arrêter à l'époque. Mais on a essayé... les patchs, impossible de trouver le sommeil avec les patchs. Les traitements de substitution classiques comme le chewing-gum, les patchs, n'ont donné aucun résultat parce que pour moi, ce qui manque surtout quand on arrête de fumer, c'est le geste. La gestuelle, c'est vraiment 80% de l'addiction pour moi. Je me suis très vite rendu compte que j'étais addict à la cigarette lors de ma première tentative de sevrage. J'ai carrément fait vider des fonds de cendrier à mon épouse pour me refaire une cigarette tellement j'étais en manque. J'étais en pleurs, j'étais accro, je tremblais, j'en pouvais plus. Et là, je me suis dit, ouf, faire quelque chose, quoi. Moi qui suis d'un naturel calme, et c'était compliqué. Je gérais plus rien, je pensais plus qu'à la cigarette. Manque de sommeil parce qu'on est en manque, l'irritabilité. Alors là, c'est... Je n'ai jamais tenu plus de 48 heures. Donc j'ai essayé, mais j'avais plus de patience. Donc avec 4 enfants, c'est difficile. À l'époque, mon dernier avait 5 ans, donc de la patience, il en fallait. J'avais plus envie de voir personne, je ne dormais plus, j'étais à bout de nerfs en fait. Je m'en rendais compte, c'est ça le pire. Donc je me suis remise à fumer. Je me suis dit, je vais jamais y arriver en fait. J'ai pas l'impression que les gens se rendent compte qu'on puisse être aussi dépendant entre guillemets juste la cigarette. C'est que la cigarette, quand on a conscience de tout ce que contient une cigarette, c'est la problématique, les gens n'en ont pas conscience et ils ont tendance à minimiser. Alors comme le sevrage sec n'a pas du tout fonctionné, c'est vraiment trop difficile, on a cherché d'autres alternatives. Et donc on s'est dirigé
dirigé vers la cigarette électronique. Donc on a franchi les portes de ce magasin. J'étais pas du tout informée pas à la page, je savais pas trop ce qui nous attendait. Donc on est arrivé en expliquant nos besoins à la vendeuse, je me rappelle. Donc on a été dirigé sur du matériel qui n'était pas forcément adapté à la défume. Parce que pour arrêter de fumer, ce qu'il est important, c'est d'avoir un taux de nicotine adapté et du matériel adapté. C'est pas parce que vous allez payer très très cher ou non. L'important, c'est d'avoir quelque chose d'adapté au nombre de cigarettes fumées quotidiennement. Donc déjà là, Virginie et moi, on s'est retrouvés avec le même matériel, les mêmes liquides, alors qu'on avait des différences toutes les deux dans le nombre de cigarettes journalières. Donc ça m'a interpellée. Et donc j'ai fait mes propres recherches en fait sur internet. Et là j'ai trouvé que j'avais pas été très très bien orientée. J'étais pas convaincue du tout parce que pour moi c'était un effet de mode et plus un gadget. Et surtout j'avais des amis qui avaient essayé. Ça coulait, ça fuyait. Et disons qu'il y a vraiment eu une nette amélioration dans la qualité du matériel. Et donc en fait en sortant du magasin, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps sur ma cigarette électronique, tout le temps, que j'avais mal à la gorge en plus. Et j'étais tout le temps en train de vaper, donc j'ai eu l'impression de remplacer une dépendance par une autre en fait, sur le coup. Tout simplement parce que j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait une résistance, comment était composé le liquide qui passait dans mes poumons. Même, j'ai trouvé que c'était important et de là j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai commencé à m'inscrire sur des groupes en fait, tout simplement, sur Facebook. Et donc ce qui est paradoxal, c'est que je m'étais pas du tout intéressée des composants d'une cigarette classique, je m'en fichais complètement en fait la veille et par contre la cigarette électronique, j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il y avait dedans en fait, par quoi je remplaçais la cigarette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une cigarette, il y a quand même une bonne dizaine de composants qui sont cancérigènes. On retrouve notamment de l'arsenic, du monoxyde de carbone, du goudron. Je ne peux pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais qu'on ne retrouve absolument pas dans la vape. Ce sont des noms qui font peur, mais qui composent la cigarette actuelle. La composition d'une cigarette classique est facilement vérifiable. Et donc je vous laisse imaginer les dégâts en fumant 30 ou 40 par jour. Donc sur les groupes que je fréquente et pendant mes recherches, je me rends compte qu'en fait la cigarette électronique est 95% moins nocive que la cigarette classique et que surtout la nicotine n'est pas cancérigène, contrairement à ce que je pouvais penser. C'est la combustion de la nicotine en fait qui la rend cancérigène. Dans la vape en fait il n'y a pas de combustion, c'est de la vaporisation. J'ai découvert que les composants principaux en fait étaient la glycérine végétale et des arômes alimentaires. Donc finalement, rien de dangereux. C'est bien moins pire qu'une cigarette, mais la nicotine est quand même présente. Je me suis autorisée à vaper à l'intérieur, alors que je ne m'autorisais pas à fumer à l'intérieur. Alors, je ne recommande pas forcément aux gens qui ont des enfants de le faire en bas âge, tout court. Mais voilà, moi je me suis autorisé ce plaisir. Avec la cigarette électronique, il y a le geste, qui reproduit en fait. Et le fait de mettre à sa bouche, pour moi c'est important. Moi, j'ai tout de suite arrêté de fumer, mais vraiment tout de suite, du jour au lendemain. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je n'ai pas touché à une cigarette. Et donc, à force de faire mes recherches sur Internet, je me suis inscrite sur plusieurs groupes et j'ai même créé un groupe pour aider les gens à changer leur résistance, à monter leur propre résistance, à fabriquer leur liquide, à les renseigner en fait à quel taux de nicotine je dois vaper. Vraiment, j'ai voulu aider les gens. J'ai voulu les aider où moi, j'avais pas été forcément bien renseignée dès le début. Donc du coup, de fil en aiguille, à force de renseigner les gens et d'aider les gens surtout, on a décidé avec mon épouse d'en faire notre métier. J'ai moi-même tellement été convaincue et été surprise même d'avoir réussi à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique que j'en ai fait un métier. Que moi-même, je n'y croyais absolument pas. Si ça a marché pour moi, ça marchera pour les autres. Évidemment, je n'encourage pas les gens à fumer ni à vaper. Le mieux, c'est de ne rien faire, évidemment. Surtout, n'attendez pas d'assister à la perte d'un proche ou de vous retrouver avec une tumeur. Si jamais, moi, je peux être la personne qui vous aide à arrêter de fumer. N'hésitez pas. Même si j'ai 46 ans, finalement j'ai réussi à arrêter quelque part grâce aussi à mon grand-père et j'espère que de là où il est fier de moi.